On écoute facile. On écoute facile. Una facile ascolta. En écoute facile. Să asculți este ușor. Französisch leicht gemacht. Kalimera, Matheno, Milao, Gallica. Yes, I would like to speak easily in French. Apprenez le français. Haideți să vorbim limba franceză. Let's learn French together. Parles-tu français? Parles-tu français? Parla francese. Je veux parler facilement le français. Quelle chance de parler facilement le français. Französisch auf leichte Weise. On écoute facile. Sur Canal Academy, un espace dédié à l'apprentissage du français, on retrouve Hélène Renard et Virginia Crespo. Bonjour. Dans cette série intitulée Des académiciens et des lieux, nous allons visiter le Portugal en bonne, très bonne compagnie, en nous inspirant d'un ouvrage intitulé Le Portugal que j'aime, un bel album datant de 1963, illustré de superbes photographies dues au plus grand nom de la photographie, présenté par l'écrivain Jacques Chardon, légendé par Paul Morand de l'Académie française et raconté par Michel Déon, également de l'Académie française. Ce sont quelques-unes des légendes rédigées par Paul Morand que nous avons choisi de vous lire, d'une voix plus douce et plus lente, comme pour vous inviter à rêver. Rêver de ce pays déroutant, le Portugal, où les merveilles historiques côtoient à la fois la dure vie des habitants et la splendeur des paysages. Paul Morand, qui avait voyagé dans le monde entier, ou presque, aimait le Portugal. Il osait même se baigner à l'extrême pointe du pays, le cap Saint-Vincent, abîme rocheux, où l'on pêche dans la perpétuelle tempête des vagues avec des lignes de 60 mètres, écrit Jacques Chardon. Pour commencer, Paul Morand ne peut manquer d'évoquer un film qui a rendu le Portugal célèbre, Les Lavandières du Portugal, qui montre en images les bateaux, les couleurs des chemises des pêcheurs et les austères capes noires des femmes qui ravaudent les filets. Notez ce mot « ravauder » qui signifie « réparer ». Mais tout d'abord, Paul Morand évoque un autre joli mot, les lavandières. Ce mot sent la lavande et la toile écrue tissée dans la chaumière. Mot que les langues italiennes, espagnoles, portugaises seules n'ont pas abandonné. Nous le rendons aujourd'hui au français, après lui avoir longtemps préféré l'horrible blanchisseuse. Nous le retrouvons pour nous égayer et nous rafraîchir au bord des rivières, au fond des armoires. Mettez la carte du pays sous vos yeux. Le Portugal s'étire du nord au sud, bordé par l'océan Atlantique d'un côté et l'Espagne de l'autre. Tout en haut, l'ancienne capitale, Bragance. Paul Morand écrit « Bragance fait penser aux sombres forteresses de Savoie. Les masques mortuaires, le prestige des démons, les danses macabres s'y perpétuent comme feu follet sur un ancien charnier. Le paysage des environs est brûlé, vrai gueulard d'un four. Noble cité, florissante au XIIe siècle, fermée comme un point de fer, ceinturée de 18 tours, pareille à un enfer d'allées de mauvaises intentions, flagellée de vent de la montagne, Bragance a gardé sur ses mains de granit le sang des assassinats ducaux. Quelques mots savants autour du mot vin, le mot cellar et les chais, les muides, les foudres, les blondes, tous ces mots attachés au vin. Le Douro est le fleuve qui trouve son embouchure à Porto. Il a donné son nom à toute cette région, tandis que le vin de Porto jouit d'une réputation internationale. Parmi les vignes et les pins, les maisons blanches et les torrents non moins blancs d'écume, parmi les maïs et les saules, ce royaume du Douro ne voit son fleuve se calmer qu'en approchant de l'océan, où s'étalent les plus célèbres plages d'Europe. Chargés de fûts noirs, de barils aux bondes saillantes,
cerclés de châtaigniers ou de saules, à l'ombre des grandes voiles brunes, les barques descendent les tonneaux vers les muids et les foudres qui attendent la vendange, où, approchant octobre, dans des caves des falaises, l'admirable vin de liqueur se corsera et vieillira. Les rabelos à voiles carrées descendent aux entrepôts de Villanova, le Porto qui va se reposer, après que les grappes ont été foulées aux pieds dans les cuves de granit par les vignerons pendant 10 jours. Paul Morand n'hésite pas à utiliser un large vocabulaire pour désigner les bateaux. Il choisit des mots comme « sampan » et ici « rabelot à voile carrée », preuve que l'écrivain s'informait minutieusement avant de rédiger ses textes et aimait choisir le mot le plus juste. Écoutez cette description qu'il offre de Porto. Le port, par excellence, sans autre nom que celui de sa fonction, une porte sur la mer, au bord d'un rivage qui en compte si peu. Porto, c'est aussi la moitié du mot Portugal, la plus riche moitié, corne d'abondance d'où s'échappent les grappes qui donnent ce vin de Douro qui enivra l'Angleterre du XVIIIe siècle et lui donna la force de vaincre l'Europe du marché commun napoléonien. Cité de richesse par le travail, des argenteries et orfèvreries reflétées par les acajou polis, mais succulents servis sur des nappes brodées dans une accumulation plateresque, une gastronomie flamboyante, une science de la vie qui semble héritée de la Renaissance, quand le vin tombait dans la gorge d'un Falstaff comme le torrent du Haut-Douro. Voilà Porto. Plus qu'un entrepôt, plus qu'un comptoir, une échelle de bonheur, une escale de bien-être et de fructueux négoces, une offrande aux fidèles du vin, une libation à Bacchus. Traversons la région du Douro pour arriver à une autre ville, Coimbra, un peu plus à l'intérieur des terres, une ville universitaire de tradition intellectuelle. La bibliothèque boldéienne, dont Morand parle, est l'une des plus prestigieuses d'Oxford. Coimbra unit le passé au présent, les traditions universitaires à la religion atomique. La grosse horloge sonne, pendant 9 mois de l'année depuis le XVe siècle, l'heure du savoir. Sa bibliothèque, merveille du Portugal, vaut la Mazarine, la Bodléienne, et ne connaît comme rivale que celle du Vatican. Ici, tout est flamboyant, fleuri, gothique, hindou, beckfordien, on ne sait plus, on perd la tête. Colonie de coraux ou cactés baroques, rêve des hauts infants de la dynastie des Avis, sorte de palais que le maçon aurait bâti avec une aiguille et du fil. Le travail de dentelier, avec ses bordures à jour, ses reprises, ce tricot troué de lumière et d'azur, ces festons de vermicelle, font du monastère la plus étrange pièce montée du gothique occidental. Le cloître, la salle capitulaire, les vitraux, la coupole sans piliers, tout évoque une grotte artificielle et enchantée, au fond des mers. On s'attend à des vols de poissons épineux entre les stalagmites en rocaille ou à des sauts de singes dans une forêt pétrifiée. Descendons encore et bientôt nous arrivons dans la capitale, Lisbonne, Lisboa, la ville océane qui affronte les sautes d'humeur de l'océan, les brouillards et les coups de soleil. À Lisbonne, ce n'est plus le Douro, mais le Tage qui arrose la région, l'Estramadour, et qui vient se jeter dans le port où les femmes, paniers sur la tête, viennent vendre le poisson frais. Le Tage sépare 2 mondes. À l'ouest, c'est la vie touristique. Les cafés, les camélias, les bibliothèques, les concerts avec Rubinstein et les voitures américaines. À l'est, dans l'Alentejo, c'est le pain noir, le taureau, le sommeil dans de grosses couvertures bariolées. Les cuillères sont en bois, le port s'y grille en plein vent. Mules tintinabulantes et ânes à pompons tirent des wagons bâchés, à roues pleines. Le vin vert se boit à même loutre et des paysans non syndiqués chantent en travaillant. Quittons l'Estramadur pour nous enfoncer dans des terres, l'Alentejo,
que l'on surnomme volontiers le grenier à blé du Portugal, un pays de culture, de grands domaines, de forêts de chênes-lièges, avec 2 villes essentielles, Évora et Estremoz. Évora, la perle du Portugal, objet des convoitises de tous les envahisseurs, des Romains aux Maures, semble avoir particulièrement inspiré l'académicien. Capitale de l'Alentejo, commandant la frontière proche, Évora fut pendant 2 siècles le séjour favori de la cour du Portugal après avoir été romaine, wisigothe et pendant 4 siècles mort. Fontaine de marbre des patios entrevus au fond de l'étranglement des ruelles, balcons à gros ventre de ferronnerie, découpés, crénelés, hérissés, outragés par le temps et la politique, Évora domine la province sablonneuse des chênes-lièges où il fait si bon courir le renard. Le temple romain de Diane, comme le château Saint-Ange, devint une forteresse médiévale. Vasco da Gama y habitait, quand la caravelle n'était pas sa maison. Évora est aussi mortelle qu'une dépouille humaine. Sa chapelle des eaux s'offre à nos méditations comme une danse macabre muette. C'est une cité d'adieu, de renoncement, de mortification. Cimetière des plaisirs monarchiques, nécropole de l'Inquisition, elle a dédié son temple romain à la déesse de la lune et de la chasse, des froides nuits, de la nostalgie, plus glacée encore. Les spectres doivent aimer Évora. Ce donjon, la religieuse portugaise le voyait-elle de sa cellule où le désir se confinait au fond du couvent de la Conception? Dernier témoin d'une très ancienne cité qui voyait s'assoupir les dernières pentes de l'Algarve, il s'impose à la plaine du bas Alentejo comme le cri du cerf qui brame domine le silence d'une forêt. Terminons cette rapide évocation du Portugal avec quelques lignes écrites par Michel Déon de l'Académie française qui termine sa narration par une province célèbre, celle qui est située la plus au sud du pays, l'Algarve, mais l'académicien s'inquiète et à juste titre. Dans les années 1960, il craignait que le tourisme ne défigure le pays. Avec ses villages, encaissés pour se protéger du vent, ses plages de rocailles, artistiquement érodées par l'océan, ses alignements de moulins, ses figuiers à ras le sol, écrasés par le vent, l'Algarve apparaît comme le verger du Portugal. Faut-il souhaiter une chose avant d'abandonner le Portugal sur cette terre promise? L'Algarve, par son climat, ses facilités, la beauté de son rivage et de son arrière-pays, et les charges de ses villages, aux cheminées si ravissamment ajourées, est vouée à un grand destin touristique. Il est encore permis ces années-ci de la contempler dans son originale beauté. Quelques soins et du goût devraient préserver cette côte du massacre qui a si douloureusement atteint la Costa del Sol aux environs de Malaga. L'Algarve se doit de rester la plus pure dernière note d'un pays qui sait si bien parler au cœur et à l'esprit, si l'on croit encore que le cœur et l'esprit ne sont pas franchement à condamner au seuil du monde qui nous attend. Merci d'avoir partagé avec nous ce moment d'évasion au Portugal. Et avant de nous séparer, je voudrais vous rappeler que dans cette même série consacrée aux lieux décrits par les académiciens, vous pouvez écouter également le Brésil par Édouard Bonnefous de l'Académie des sciences morales et politiques, l'Algérie par Assia Djebar de l'Académie française, l'Albanie par Ismaïl Kadaré de l'Académie des sciences morales et politiques, la Chine par Pierre-Jean Rémy de l'Académie française et l'abbaye de Sénanque par Georges Duby de l'Académie française.